appliquée, même pour les petites peines, pour les étrangers en situation irrégulière, les OQTF notamment. Les magistrats ne pourront plus aménager les peines pour les étrangers en situation irrégulière. Alors là aussi, ça c'est quelque chose de fort. Pour les amendes, vous ne payez pas votre amende au pénal, vous allez en prison. Pour tous ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes, aux enseignants, 1 an de prison minimum. Et enfin, pour tous ceux qui cassent le soir d'une finale de la Ligue des Champions, eh bien c'est détention provisoire. Vous êtes pris, détention provisoire pour trouble à l'ordre public. Donc on n'a même pas besoin de prouver que vous avez tiré sur un policier parce que des fois c'est très compliqué. Et on a vu énormément de libérations après des comparutions immédiates lors de la fameuse finale de la Ligue des Champions avec le PSG qui n'était même pas en France. Là c'est détention provisoire pour trouble à l'ordre public. J'imagine, Éric Tegner, que vous applaudissez des 2 mains. Alors sur le fond, il y a évidemment de bonnes idées, de tellement bonnes idées qu'elles sont proposées notamment depuis près d'une dizaine d'années par l'ensemble des responsables politiques en 2017. Si je me fixe d'abord sur le fond, effectivement, il faut proposer de protéger les policiers, de mettre en place des peines planchers. Et dans le fond, c'est intéressant que le garde des Sceaux assume indirectement le fait qu'on est obligé de mettre en place des peines planchers parce que lui-même ne fait pas confiance dans les juges et dans leur capacité d'individualiser la peine. Donc ça, je le mets en avant. En revanche, c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris d'apprendre, par exemple, pour ramasser les pommes aujourd'hui en France, on a besoin de l'immigration. Donc c'est toujours une façon de légitimer, de faire en sorte de dire qu'à chaque fois, pour tous ces petits travaux, vous savez, ça me rappelle Éric Dupond-Moretti qui, face à Éric Zemmour, lui disait oui, mais pour ramasser les poubelles, il faut bien avoir besoin d'immigration. Donc c'est au fond ce qui justifie toujours la venue des gens. Et effectivement, vous parliez tout à l'heure de la Ligue des Champions, c'est certain que ça va permettre peut-être de sanctionner plus d'Anglais, parce qu'on s'en rappelle comment ça avait pu être vous êtes terrible. Un petit peu. Oui. Mais sur le fond, c'est important. Et Éric Revel vous dirait tout à l'heure, parce qu'on en a un peu échangé tout à l'heure, le vrai sujet. Parce que, au-delà de la polémique, Gérald Darmanin, les idées étaient bonnes. Vous m'avez fait 12 secondes sur le projet de loi et 40 sur la polémique. Non, parce que là, il y a des mesures concrètes. C'est ce que j'ai dit, parce que le vrai sujet, c'est que toutes les mesures sont bonnes. Le vrai sujet, c'est la crédibilité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin est dans une situation où il n'y a pas de majorité et que les personnes avec qui il veut travailler, c'est-à-dire des centristes, sont contre ce type de projet. C'est ça, c'est dans le fond, vous savez, les Français qui nous écoutent, ils sont d'accord avec ce qu'ils disent. Mais simplement, à un moment, est-ce qu'ils y croient ou est-ce qu'ils n'y croient pas? Et ça sera à lui de le prouver. Moi, je pense que Gérald Darmanin est au bloc central ce que Jérôme Guedj est à la gauche, c'est-à-dire qu'il est extrêmement isolé. Bien entendu que Gérald Darmanin est le plus à droite aujourd'hui du bloc central. Mais l'énorme problème aujourd'hui, c'est qu'il va devoir composer avec ces gens-là. Donc c'est ça la problématique. En revanche, ce qui est intéressant d'un point de vue politique, c'est qu'effectivement, il comprend que la France est à droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème qu'ils viennent sur un plateau de télévision. Et je salue d'ailleurs le fait que 50 minutes d'interview politique sur une chaîne d'info, c'est extrêmement rare, c'est inédit. On peut enfin aller sur le fond. Moi, que les gens qui ont participé à une politique qui pendant 8 ans était laxiste finissent par aller sur les idées qu'ils considéraient comme xénophobes à une certaine époque, c'est tant mieux. Parce que quand il dit que 25% des étrangers, 25% des prisonniers, pardonnez-moi, sont étrangers et qu'il faut les renvoyer dans leur pays, il y a un certain nombre d'années, c'était impossible à tenir. Mais derrière, il faut aller au bout de la logique, parce que Gérald Darmanin, lorsqu'il est devenu ministre de la Justice, je me rappelle très bien de son discours, je l'avais écouté de A à Z, il s'était référencé à M. Badinter. Voilà, donc c'est ça l'énorme problème. C'est-à-dire que M. Badinter, c'est celui qui a supprimé la loi anti-casseurs que Gérald Darmanin propose de rétablir aujourd'hui. C'est toujours cet esprit dans le fond, c'est de se dire, voilà, en fait, est-ce qu'à un moment, il donne un coup de barre à gauche, est-ce qu'il donne un coup de barre à droite? Et c'est l'énorme problème aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un coup de barre à gauche qui a été... je vous redonne la parole dans un instant, parce qu'on reste dans les mêmes thématiques. Il y a un coup de barre à gauche qui a été donné place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Ça c'est certain. Et c'est étonnant de la part de... Après Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, c'est sûr que Beauvau est un peu plus à gauche qu'avant. Et on s'y attendait pas en plus. De Laurent Nunez. Honnêtement, Laurent Nunez, jamais on n'aurait imaginé qu'il applique ce type de discours, qui nous parle de 300 000 étrangers clandestins. Oui, il a fait 200 000, puis il a mis 500 000 de plus en l'espace de quelques heures, face à Sonia Mabrouk ce matin. Non, je pense qu'il est sincère quand il dit... En fait, il pense vraiment qu'il va faire le jeu de la dite extrême droite si... Éric Revel, si je peux vous répondre là-dessus, c'est passionnant ce que vous dites, parce que quand on entend, vous dites non, mais c'est pas pour laisser Gérald Darmanin la personne connaît ses chiffres. Or, Laurent Nunez c'est inexplicable la façon dont il se plante sur les chiffres. Incarne le fait que la technostructure en France est de gauche. Voilà ce que ça incarne. Et vous savez, on est souvent sur les plateaux de télévision à défendre les policiers, et je fais partie de ceux-là. Mais la vérité, c'est que tous les policiers qu'on peut rencontrer vous le disent, en haut de la hiérarchie,
ils ne sont pas du tout sur les mêmes positions. Parce que quand même, Laurent Nunez était patron de la DGSI. Oui. À quel moment il peut tenir ce type de discours? On sait très bien qu'il y a des commissaires, par exemple, à Marseille. À Marseille, vous devenez commissaire parfois après 2 ou 3 ans parce qu'ils ont également été embrigadés idéologiquement. Et c'est vrai que normalement, il devrait connaître ces chiffres. Il devrait savoir que les mineurs non accompagnés, par exemple en Ile-de-France, représentent 32% des vols avec violence. Allez, écoutez cet échange à l'Assemblée nationale puisque la question lui a été posée. Est-ce que quand il s'est pas trompé, il voulait pas les donner pour pas alimenter la dite extrême droite. Bien sûr. Mais est-ce qu'on lui demandait quand il était préfet de police de Paris ce qu'il pensait de la submersion migratoire? La réponse est non. Est-ce qu'on lui demandait ce qu'il pensait sur l'assimilation et l'intégration? La réponse est non, parce que c'est pas le rôle d'un préfet. Là, il doit comprendre qu'aujourd'hui, ces questions-là, il va devoir y répondre parce que les Français veulent des réponses. En effet, un ministre de l'Intérieur en 2025 qui vous dit que l'assimilation est un débat d'un autre temps, c'est extrêmement problématique. Oui, mais c'est intéressant ce que dit Jules. C'est-à-dire que Jules lui dit, il faut que vous deveniez politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut qu'en fait, vous ayez un discours à droite sans tenir une politique de droite. C'est ça. Non, mais je dis pas que c'est ce que vous voulez qu'il fasse. Je dis qu'en règle générale, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des gens, lui, ce qui est intéressant, il dit ce qu'il pense. Et en règle générale, le ministre de l'Intérieur, il doit incarner l'autorité. Donc en gros, c'est devenu le ministre de la propagande, le ministre du contrôle de la colère populaire, où il va leur dire vous inquiétez pas, la sécurité, etc. Alors que les chiffres derrière, ils sont très mauvais. Et c'est intéressant de comparer d'ailleurs là-dessus Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Vous savez que je peux être toujours très difficile à l'égard de Gérald Darmanin, mais dans les faits, si on regarde les chiffres de Gérald Darmanin sont meilleurs que ceux de Bruno Retailleau, alors qu'il parlait moins fort que Bruno Retailleau. Et on sait également, lorsqu'on parle à des policiers, moi j'ai souvent fait, ils nous disent, on avait la sensation que Gérald Darmanin était bien plus présent, bien plus sur le terrain, à comprendre beaucoup mieux comment fonctionnait un petit peu la technique, alors que Bruno Retailleau, parfois, on avait presque la sensation que c'était la Vendée qui l'intéressait. Et donc, c'est ça. C'est très bien la Vendée. C'est très bien la Vendée. Non, mais je vous mets en avant juste. Et ensuite, excusez-moi, Gérald Darmanin est resté 4 ans, Bruno Retailleau est resté 1 an. Oui, mais Gérald Darmanin, il a parfois dit qu'il avait dû prendre du temps pour comprendre toute la mécanique. Il a mis 2 ans. Toute la mécanique du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin a compris qu'il fallait faire des plus petites promesses et les tenir, c'est-à-dire de se contenter de dire on va construire des prisons de haute sécurité et les construire. Et donc c'est ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, ça n'est plus le ministre de la vérité ni le ministre des faits, c'est le ministre d'un certain contrôle. Ça veut dire on fait attention, on se droitise un peu et on donne quelques petits gages. Maintenant qu'ils savent qu'il y a les réseaux sociaux et que c'est impossible, il faut la banaliser. Et surtout, ils ont créé une nouvelle stratégie. Cette stratégie, c'est finalement de présenter sa démission et après qu'elle soit refusée. C'est un peu comme si Gauthier, autour de ce plateau, on commettait des erreurs et qu'on vous disait Gauthier, on démissionne, et vous dites non, ne démissionne pas. C'est ce genre de situation absolument folle dans laquelle on est aujourd'hui, où en fait, il n'y a plus cette possibilité d'assumer quelque chose. Et donc c'est ça, c'est ce jeu inhérent quand même d'Emmanuel Macron qui joue avec l'ensemble de ses ministres et qui leur dit en fait, vas-y, présente ta démission, de toute façon je la déchire et tu vas retourner dans... Et je pense que je vais accepter la vôtre de démission. Je pense qu'après délibération, je vais finalement accepter la vôtre de démission. Je vais faire par coutumace. Cette dame, elle est sincère. Ça, je le crois. Ouais. D'ailleurs, j'ai écouté Marc Menand dans Face à l'info qui explique que son père était un grand historien, attaché d'ailleurs à cette période du 19e siècle qui a été touchée, etc. Le problème, ce sont des gens naïfs. C'est-à-dire que sur les questions de sécurité, en permanence, ils les sous-estiment. Donc, ça n'est pas étonnant qu'ils n'investissent pas dans ces sujets. Elle explique que c'est pas une salle à manger pour la direction, que c'est aussi pour les personnalités, ou pour les partenaires, notamment privés, qui sont accueillis et qui financent en partie le Louvre, puisque l'État est défaillant. Mais si vous voulez, c'est incroyable ce qui s'est passé quand même au Louvre. Là, le fait qu'on attire depuis des décennies, depuis des années et des décennies sur les musées français. Qui est responsable? Mais l'État. Comment faire face? C'est l'État. Comment faire face? Mais attendez, il y a la vétusté du système de mais c'est qui l'État? Très bonne question d'Éric Tegner. Du Louvre. Mais c'est qui l'État? Mais je veux dire. Mais c'est pas un haut fonctionnaire, l'État. C'est le problème. Mais non, mais ce qui me dérange dans ce que vous dites, Éric. Ce qui me dérange dans ce que vous dites, Éric, c'est que votre discours, il a déjà été tenu il y a quelques années. C'est lorsqu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et parce qu'il ne fallait surtout pas essayer de questionner pourquoi c'était arrivé, hein, surtout c'est l'omerta absolue. Mais ça n'a rien à voir. Du coup, mais si, c'est lié. C'est-à-dire qu'à un moment, la sécurisation. Mais si, vous savez comment elle a été reconstruite, Notre-Dame, en 5 ans, elle a été reconstruite avec de l'argent privé, principalement. Oui, mais c'est pas l'État qui l'a construite. La sécurité incendie. L'État n'a plus un rôle. C'est les mêmes problématiques que la sécurité à l'égard des vols. Et donc, à l'époque, parce qu'on ne s'est pas questionné là-dessus, il y avait quand même 5 ans pour se préparer, on n'a pas su voir tous les autres problèmes. Et
c'est ça, c'est que dans 1 an, dans 2 ans, on va avoir ensemble de nouveaux débats sur de nouveaux vols. Bah oui. Et on l'avait dit, le problème à ce C'est moment-là, une c'est quoi? fatalité. C'est que ces dirigeants... C'est un peu nous comme les diront- OQTF, quoi. C'est une Oui, fatalité. Sauf qu'ils nous diront cette fois-ci, ah mais cette année on a réduit, parce que c'est plus que 60 millions qu'on s'est fait voler, et c'est plus 80 millions, donc on est en baisse de 25% des vols. Après, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas assez de moyens qui avaient été mis à la protection du musée du Louvre, et je pense que Rachid Dati a raison de le dire, qu'il n'y avait pas de caméra. Ou si peu une, si j'ai bien compris, dans un endroit hyper touristique dans Paris. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Et troisièmement, je pense qu'on peut tous se dire que cette image pour la France est désastreuse. Voilà, et il faut donc le corriger. Eric. J'aime beaucoup ce qu'il explique ce soir, Gérald Darmanin, à nous expliquer que lorsqu'il y a des cambriolages, forcément la personne en responsabilité doit pouvoir reconnaître sa responsabilité. Je rappelle qu'en 2023, il était ministre de l'Intérieur, il y a eu 218 200 cambriolages en France, et je ne l'ai pas entendu à l'époque assumer sa responsabilité. Ah, vous ne changez pas, hein. C'est pas possible. Oui, j'ai toujours les bons chiffres. Il faut quand même que les gens qui sont venus cambrioler soient au courant Bien sûr. Mais c'est que la faute cette de la caméra. ne prenait pas cet angle-là. Parce que sinon, vous prenez pas le risque de monter, même si vous avez des cagoules, Non, mais- ou d'être... Bah oui, non. Ça vous va ou Je pas vous comme écoute explication religieusement, Eric discussion Revel. Bon, écoutez. Mais j'ai plein de choses à dire. On se croit au PMU. Écoutez. Au PMU, Eric Revel, voyons. Pourquoi? Et je le tacle parce qu'il nous tacle en C'est vrai expliquant qu'il qu'Éric prend la Revel prise de interpelle hauteur beaucoup et ce soir. après Il est un peu taquin. Il interpelle ce soir, Eric. Ouais, il a envie de J'essaie mettre. la balle, j'essaie d'être Non, mais vous un avez peu moins envie, caricatural. évidemment, dans le sens Il veut casser figuré, du jeune. vous avez envie de baffer du jeune. Voilà, c'est une décision du ministre de l'Intérieur pour j'ai en charge la sécurité des personnes, des hautes personnalités, et évidemment en lien très étroit avec le garde des Sceaux, puisque tout ça se passe évidemment en milieu pénitentiaire. Et donc oui, c'est une décision visant à assurer sa sécurité, en plus évidemment de tout ce qui est mis en œuvre par l'administration pénitentiaire. Éric Tegner, c'est bien normal quand même de faire tout pour que l'ancien président ne soit pas agressé en prison. Et bien entendu, et ce qu'on constate avec ces images, en fait, c'est le contraste. C'est-à-dire que c'est bien normal que ces délinquants soient des délinquants, y compris en prison. En revanche, on comprend que Nicolas Sarkozy n'a rien à y faire. Je rejoins ce que disait Sébastien Ligné tout à l'heure sur la question du bruit. Alors moi, je ne vous l'ai jamais raconté, mais pendant mes années étudiantes, j'étais dans un foyer étudiant dont la vue de ma chambre était sur la prison de la Santé. Pendant 6 mois. Et effectivement, la nuit, on entend les cris, etc. Et d'ailleurs, en règle générale, les habitants qui habitent autour de la prison de la Santé, parce que pardonnez-moi, moi, le confort des prisonniers, j'en ai rien à faire. Ça me pose un sujet sur Nicolas Sarkozy, parce qu'il ne devrait pas être dans cette prison. Mais il y a un problème quand même, c'est les habitants du quartier qui en ont absolument ras-le-bol. Moi, quand j'ai vu hier également les images vidéos circulées par certains médias, on voit les familles, vous savez, qui se plaignaient, qui disaient, ouais, à cause de Nicolas Sarkozy, on ne peut pas visiter le prisonnier. J'ai eu mon mari au téléphone qui m'a dit que, etc. Mais comment vous l'avez eu au téléphone, en fait? Ça, c'est sidérant. Et elle l'assume totalement face caméra. Et d'ailleurs, sur cette question du téléphone, il faut souligner, on en avait parlé une fois sur ce plateau, que par exemple, dans les agresseurs du jeune Thomas de Crépol, on a pu voir sur leur compte Instagram et Snapchat comment ils pouvaient se prendre en vidéo en train de fumer du cannabis. Mais ça, effectivement, ça n'a l'air de choquer absolument personne.